Chapitre 4. Belzius. Aqualus regarde Jacques, Noèse, puis Cléonis qui lui dit « Ma sœur, force concrète de notre pensée et de notre esprit, emmène-nous vers Goloc, que je retrouve mon frère. » Alors Aqualus ferme les yeux, se retourne en elle, pénètre dans les profondeurs de son être, jusque dans la partie la plus intime de son cœur, pour y rencontrer son étoile intime. De là, l'univers se concentre en elle, et voit la planète Goloc bien protégée au centre d'Andromède. Elle approche son regard pour bien l'observer et voit les continents se détacher des océans. La capitale est bien visible, car dans la nuit, les lumières de la métropole sont très puissantes. C'est là qu'elle veut se poser. Aqualus ouvre les yeux. Son esprit la fait voyager dans sa conscience, et devant elle, au poste de pilotage, elle voit avec Jacques et ses sœurs la planète Goloc à l'horizon. Dans la matière ordinaire, ce voyage aurait duré des années, mais pour ceux dont l'âme a oublié la matière, un instant suffit. « Nous sommes arrivés, dit-elle. Nous nous posons dans un quart d'heure, près du palais impérial. »« Je suis étonné, dit Jacques, de ne voir aucun vaisseau tourner autour de nous. Belzius nous prépare-t-il un mauvais coup ? » « Je ne crois pas, dit Cléonis. Je ressens peu d'agressivité autour de nous. Mais sur cette planète, il y a beaucoup de souffrance. » Le palais n'est plus loin, Jacques peut l'apercevoir. Des vaisseaux sont garés à côté des entrées, mais pas une âme ne se manifeste. Les lieux sont vides, à croire que cette planète est morte. « Sont-ils tous morts ? Interroge Jacques. « Je ne sais pas, répond Aqualus, mais nous allons en avoir le cœur net. Nous nous posons. » L'Espérance stationne. Aqualus, Jacques et Cléonis sortent du vaisseau, mais Noèse et son enfant restent à l'intérieur, car le danger peut venir de toutes parts. À l'extérieur, ils découvrent un bâtiment gigantesque, comme le vaisseau Goloc dans lequel Jacques avait été kidnappé, mais Aqualus le rappelle à la raison. « Jacques, ne restons pas ici. Profitons de cette place vide pour pénétrer dans le palais. » Dans le palais, ils ne trouvent personne, alors que le bâtiment doit en temps ordinaire contenir au moins 2000 fonctionnaires, sans compter les gardes. L'intérieur est très complexe, mais Aqualus et Cléonis ont le sentiment qu'elles vont dans la bonne direction. Sans douter d'elles, guide Jacques dans le dédale des voies. Arrivé devant une première porte blindée, Aqualus se dit « Belzius est certainement derrière. Il faut trouver le moyen d'ouvrir. » Alors elle dit « Reculez-vous, ça va chauffer. » Soudainement, ses yeux deviennent plus vifs que des rayons laser, et une chaleur incroyable fait fondre un petit coin du blindage. D'un coup, cette porte épaisse explose et devant tous se dévoile un étrange passage, dont on ne peut voir le fond, car un brouillard étrange tournoie dans cette pièce. Aqualus et Jacques ne peuvent le franchir, mais Cléonis se sent étrangement attirée. Elle se retourne et leur dit « Laissez-moi y aller seule. J'ai le sentiment que mon frère est derrière ces murs. Je dois aller le délivrer des griffes de Belzius. » Aqualus n'est pas du tout rassuré. « Méfie-toi tout de même. Je veux te revoir. Jacques et moi allons surveiller les alentours. Bonne chance. » Cléonis se retourne et disparaît dans le brouillard. Juste à l'instant où elle franchit la zone obscure, ses pieds ne sont plus portés par le sol. Elle est propulsée vers le sommet d'une tour dont elle perçoit les lumières. L'air lui file sur les cheveux, et d'un coup, elle se retrouve plaquée sur un plafond de verre. Son corps est même très lourd. De là où elle se trouve, elle peut apercevoir le fond du bâtiment, comme dans une trémie d'ascenseur. Pourtant, elle ne tombe pas, elle se dit. Est-ce un piège ou une protection afin d'éviter les indésirables? Si c'est un piège, je vais avoir un gros problème d'ici peu, mais si c'est une protection, il y a obligatoirement une solution. Cléonis a raison, car elle voit sous elle une porte dessinée sur un mur. C'est cela. Tu veux que j'ouvre cette porte, malgré ma pesanteur et sa hauteur? Eh bien, on va voir tout de suite. Alors, elle se redresse malgré son poids, et maintenant elle est debout. Les pieds sur le plafond de verre, baissant les yeux, elle voit les étoiles sous ses pieds. Spectacle bien étrange, se dit-elle. Dans un mouvement de sa pensée, elle se projette vers la porte, et comme une plume portée par le vent, elle l'atteint. Hélas, comme elle la voyait, ce n'est qu'un dessin,
Maintenant elle essaie de s'y agripper, mais les murs sont lisses comme du marbre. Ses ongles ne peuvent s'accrocher. Elle glisse doucement vers le haut, mais subitement elle comprend que seule son imagination pourra l'aider. Alors d'un coup, elle attrape ce qu'elle pense être le dessin de la poignée et ouvre la porte de ses pensées, pénètre dans une salle où, cette fois, ce sont des flux électriques qui la traversent de toutes parts. Elle doit, dès cet instant, se déplacer très vite pour ne pas être foudroyée par un de ces éclairs. Est-ce la force de son esprit? Elle-même se pose la question, car jamais elle n'avait eu à faire de pareilles pirouettes. Cela ne dure qu'un moment, car encore une fois, une solution se profile. Cléonis se positionne au foyer des faisceaux et à l'instant de l'éclair, se retrouve encapsulée dans une boîte semblable à un cercueil. Elle est maintenant dans le noir et sent que le coffre a juste sa dimension. Elle ne peut plus bouger, sauf ses doigts. Comment son large esprit tient-il dans un si petit réduit? Mais au même instant, elle ressent une présence proche qu'elle reconnaît. Alors elle se concentre et réduit en poudre la boîte. Se tenant droit sur ses pieds, elle voit devant elle un homme. C'est Belzius. Où est mon frère? Serait-ce lui? Il tient dans sa main droite une arme qu'il pointe sur elle. D'un tour d'œil très vif, elle comprend qu'elle doit se trouver au centre du poste de commande du palais. L'homme paraît maintenant très menaçant et lui dit: « Comment as-tu osé pénétrer dans mon palais et franchir mes sécurités? Tu vas mourir, chair de Lunis. » Un bref instant, Cléonis l'observe, mais celui-ci fait feu droit sur elle, elle disparaît comme désintégrée. L'homme soupire. C'est presque trop facile de tuer cette Lunis. Mais dans l'instant, un bruit derrière lui le fait se retourner. Cléonis a désormais l'arme dans la main et lui dit: « Tu n'avais pas la prétention de me tuer avec ce ridicule jouet. » Belzius est fort surpris. « Tu fais la maligne, tu ne m'impressionnes pas avec tes tours de passe-passe. » Et d'un coup, à son tour, il disparaît. Cléonis ne le voit plus, mais regarde autour d'elle. Mais soudain, Belzius est déjà sur elle, et d'un coup de poing, la frappe et la désarme. Au sol, elle voit l'homme s'apprêtant à lui fracasser le crâne avec une pierre. Alors que le geste est déjà entamé, Cléonis fait un triple saut en arrière et se retrouve sur ses jambes. Un peu de sang lui coule sur son front, elle s'essuie. Face à face, Belzius exhale un souffle rageur, et, dans un cri terrible, se projette comme un obus vers son ennemi. Cléonis se jette au plafond et y reste collé. Belzius s'écrase sur le mur en face et le traverse, provoquant une explosion terrible. Cléonis retombe sur le sol, s'avance vers le trou et voit à ses pieds la trémie par laquelle elle est montée tout à l'heure. Tout est calme maintenant. Elle se dit: aurais-je tué Belzius? Est-il tombé? À cet instant, l'homme bondit et encore une fois se projette sur Cléonis, qui est propulsée à l'autre bout de la salle. Néanmoins, comme si elle était élastique, elle se redresse sans la moindre échymose. Belzius a dans la main une lame fatale de roche noire et s'apprête à lui trancher la gorge. Dans l'instant, elle semble avoir trouvé la faille et observe sur sa tête chauve une couronne déjà vue lorsqu'elle était toute petite. Cette couronne, symbole des empereurs atlantéens, est un serpent en or s'enroulant autour du crâne de celui qui la porte. Son œil unique, fait d'un rubis à 1000 facettes, se tourne vers le regard de son possesseur. Elle vient de comprendre qui est en dessous. Mais Belzius lance son geste mortel. Alors d'un regard foudroyant plus rapide que la pensée humaine, se dégageant avant que la lame la décapite, elle fait sauter la couronne de la tête de l'homme qui tombe immédiatement sans connaissance. Cléonis se précipite vers le joyau, à peine celui-ci dans sa main. Elle sent la puissance du serpent à l'œil de rubis l'inonder. Car du bout de ses doigts, jusqu'à sa conscience, une pensée l'envahit pour la dominer, et cette force lui dit: Pose cette couronne sur ta tête. Je te donnerai la puissance. Pose-la. Je te donnerai la connaissance. Et cette parole émane encore plus puissante. Je suis la conscience de l'univers. C'est pour moi. Tous, vous agissez. Je suis la force du dehors, celle qui récolte ce que vous semez. Je suis que depuis le temps existe. Je suis la force dynamique du mouvement et de l'espace. Pose-moi sur ta tête
et je ferai de toi une reine et ta beauté sera la référence pour toute l'humanité. Cléonis est totalement envoûtée par la couronne. Ses deux mains attrapent plus fermement le bijou. La levant, elle la pose. « Non, ne fais pas ça, Cléonis !» Et l'homme qui avait perdu connaissance lui arrache des mains le serpent, le jette aussitôt sur le sol. Celui-ci va s'échouer au fond de la pièce. Cléonis rouvre les yeux et reconnaît avec certitude Céleste, le frère perdu. Tu m'as sauvé la vie, Céleste. Non, c'est toi qui m'as sauvé. Fuyons cet endroit. Je n'ai rien à faire ici. Ce n'est pas ma mission. Ce n'est pas ma planète. Ce n'est pas mon peuple. Mais toi, tu es ma sœur aimée, mon esprit retrouvé. Ils se serrent l'un contre l'autre. Cléonis dit à Céleste, « Il faut partir, le temps presse. J'ai hâte de revoir la Terre. Jacques et Aqualus nous attendent. » En quelques fractions de secondes, les voilà revenus au pied du passage obscur. Jacques et Aqualus voient revenir un homme avec Cléonis. Celui-ci n'a pas du tout la même physionomie que les habitants de la planète. Il ressemble à un lunis ou un terrien. Cléonis dit, « Je vous présente Céleste, c'est mon frère. Belzius est mort, nous l'avons tué. Partons immédiatement. » Jacques et Aqualus commençaient à être inquiets. La voyant revenir avec Céleste, ils sont rassurés. Aqualus se dit, « Bienvenue à toi, Céleste. Rejoignons Noèse et partons. La terre nous attend. » Soudain, Jacques s'exclame, « J'ai fait une erreur monumentale, c'est une catastrophe pour toute l'humanité. »« Ah oui, laquelle ?» demande Cléonis. « J'ai oublié dans le vaisseau sur Digger une plaque que nous avions trouvée avec les coordonnées de la Terre. Nous ne pouvons pas retourner sur ma planète. » Alors, les yeux de Céleste s'illuminent et il dit, « Ne vous inquiétez pas, je les ai. Elles sont dans la mémoire de mon CP. Je ne sais pas pourquoi. Je les ai depuis le premier jour où vous, Jacques, aviez été enlevé. Mais je ne les ai jamais données à mes généraux. C'est curieux. Pourtant j'en avais tout le loisir. » Aqualus suit Céleste. Quelques instants plus tard, dans son appartement, Aqualus pose sa main sur le cristal pensant et charge en elle la mémoire de celui-ci. Céleste remarque l'autre bras mutilé d'Aqualus et lui dit, « Tu ne peux rester ainsi. Viens avec moi. » Aqualus ne comprend pas, mais elle lui fait confiance. Il l'amène dans une pièce. Ce laboratoire fut créé par mon père adoptif. Il l'appelait son guérisseur. En fait, c'est un robot qui soigne tous les maux que j'aurais pu avoir durant ma longue vie. Allonge-toi sur cette table. Aqualus s'installe. Le robot se place au-dessus d'elle et analyse le bras. Il place dessus un boîtier étrange et à ce moment, elle ressent un picotement durant 10 minutes. Le robot se replie ensuite. Aqualus ne bouge pas, mais Céleste lui prend sa main et lui dit, « Voici ce que peut mon magicien mécanique. Regarde ta main. » Aqualus se redresse et s'appuyant par réflexe sur ses deux bras. Voyant ses deux mains, elle pleure, mais grande est sa joie. Alors, ils reviennent vers leurs amis. « Vous êtes longtemps partis, dit Jacques. Avez-vous trouvé les coordonnées ? » « J'ai trouvé mieux encore, s'exclame Aqualus. Jacques ne comprend pas, mais Aqualus lui prend les deux mains, le regardant dans les yeux. Tenons-nous main dans la main, pour toujours. Jacques sent ses deux mains dans les siennes. Il en est tout étonné. Mais Aqualus ne le laisse pas réfléchir, et elle dit, « Allons-y, la terre est devant nous. » Tous rejoignent l'Espérance. Noèse les attend. Tout est en ordre. Alors Aqualus dit à Jacques, « À toi l'honneur, prends les commandes et fais-nous décoller vers la terre. Nous sommes venus te chercher, mais en fait c'est toi qui nous ramènes chez nous. Jacques, sans toi, rien n'aurait été possible. Allez, vas-y. » Alors, non sans émotion, après avoir vécu une pareille aventure, riche d'expériences sans précédent, Jacques actionne le petit levier de commande de la propulsion gravitique.